son écho par rapport à la question posée par Renouvelé, est-ce qu'on ne peut pas se réduire? Bon, moi j'en tiens pour ce vers que c'est toujours Edgar Morin du poète solidariste. Là où on croit le péril, je crois aussi ceux qui sont. Attends, excuse-moi, parce que j'ajoute une chose, il y a un autre vers qu'Edgar ne cite jamais, je lui dis, il y a un autre vers, du même Verdi, que je voudrais citer à la suite, et ce vers, je vous le récite: les peuples somnolés, la chance voulue qui ne s'endormissent point. Tout ça, et je dis ça parce que là où on croit le péril, il croit aussi ce qui sont, ça veut dire qu'il faut avoir conscience de la catastrophe possible. En clair, que l'inquiétude est l'antichambre de l'espérance. C'est en s'inquiétant qu'on peut essayer d'inventer un chemin, à condition qu'on secoue. C'est là où on est renvoyé à ce qui était le message permanent de Stéphane Hessel. La liberté, c'est notre affaire. La démocratie, c'est notre affaire. Est-ce qu'on s'en empare? Est-ce qu'on secoue? Ça concerne le journalisme. Il y a eu tellement de compliments sur Mediapart, je ne peux pas insister, mais sur tapis, réunion au théâtre de la Criée, à Marseille, 800 personnes, 200 personnes n'ont pas pu rentrer, organisées par Mediapart avec Mars Actu. On l'a fait. Et les gens de la Provence n'étaient pas contents et ils ont dit, si on l'a fait, parce qu'on a dit, ça concerne tout le monde. Et ce n'est pas possible. Et Laurent Mauduit, vous pouvez trouver son livre dans la librairie, Sous le tapis. Sous le tapis, a expliqué l'affaire Tapie. Car l'affaire Tapie, ça commence par un politique, un classable, François Bayrou, et un journaliste, Laurent Mauduit, qui sort dès l'été 2008 un triple scandale d'État et qui a sorti tous les documents, y compris ceux qui valent la mise en examen de M. Routy, qui a réécrit l'accord en rajoutant le préjudice moral. Tout ça a été publié. Et donc, je veux dire par là que la question c'est, est-ce qu'on secoue? Est-ce qu'on est au rendez-vous de notre responsabilité comme citoyen? Et en l'occurrence pour nous comme journalistes. Alors, bien sûr qu'il y a des nouvelles réjouissantes, c'est-à-dire qu'il est bien que, quelque part, l'ensemble des dossiers que nous avons révélés, d'initiatives, soient aujourd'hui dans les mains des juges. Il est bien que tout cela commence à s'accélérer. Il est bien que, grâce à l'effet de souffle de l'affaire Cahuzac, tout d'un coup, on se pose des questions qui étaient pourtant pendantes, la question des paradis fiscaux, la question du secret bancaire, la question donc de la transparence de la vie politique, etc. Tout ça est très bien, mais à condition que nous ne soyons pas spectateurs, que ça ne reste pas un débat d'initié. Prenez un autre événement, parce que nous ne sommes pas hors de l'Europe. Il y a d'autres enjeux qui nous concernent, et la façon dont l'Europe est sa pauvre. M. Barroso qui dit voilà ce qu'il faudrait faire pour chaque pays européen. On lui pose la question en disant mais est-ce que les pays européens sont libres de choisir? Oui, ils sont libres de leur politique, à condition de suivre les recommandations de la Commission. M. Barroso qui n'a été élu par aucun peuple européen. Mardi, si vous venez à Paris, mardi soir au théâtre du Châtelet avec Reporters sans frontières, Mediapart organise une soirée publique sur notre terrain de journalisme, sur cet événement immense, sans précédent. La fermeture de la radio-télévision publique directe. Au nom des bailleurs de fonds, c'est-à-dire nous, la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international présidé par Mme Lagarde. Alors, les bailleurs de fonds disent non, c'est pas vrai, c'est le gouvernement, etc. Mais le gouvernement dit c'est parce que les bailleurs nous ont demandé de trouver 2000 fonctionnaires qu'il fallait foutre dehors. Alors on a mis 2000, voilà. Et il y avait 2000 dans Centrale. Et sans aucune procédure, sans aucune annonce. Imaginez que la France soit en banqueroute, et tout d'un coup, un soir, à minuit, avec des policiers, vont débrancher l'émetteur central de l'ensemble du service public de radio et de télévision. Là où il y a de la culture, du pluralisme, parce que c'est pour ça qu'il y a des services publics. C'est pour ne pas laisser de l'information comme une marchandise. Considérer que certes des journaux se vendent et que leur garantie de rentabilité c'est de se vendre, mais que quand même il faut protéger cela, dire que c'est quelque chose. Si je peux t'interrompre sur ce point pour renforcer ce que tu dis, sans compter que ces économies forcées imposées à la Grèce, c'est-à-dire de couper la télévision, ces économies sont faites au nom d'une politique qui ne fait qu'aggraver le déficit de la Grèce. Et je suis reconnaissant à Laurent Geoffrin d'avoir dit ce matin sur France Inter. Donc c'est en plus d'être absurde, d'être injuste,
c'est en plus stupide. Je suis d'accord. Ce que je voulais, bien sûr, parce que les difficultés de la Grèce sont là, et les docteurs qui demandent ces solutions sont les mêmes qui ont accompagné la catastrophe de 2008. Et la catastrophe de 2008 fait que c'est nous qui avons sauvé ce système, qui est un système infernal où les États n'ont pas le droit d'emprunter à la Banque Centrale Européenne, laquelle donc prête au marché, prête aux banques, et les États empruntent aux banques. Donc 0,5% de la Banque Centrale aux banques, et puis après 3-4%. Et c'est un système infernal, c'est un système par un choix idéologique d'appauvrissement des nations et de destruction de l'idéal européen. C'est un vrai enjeu. Alors pourquoi je souligne ça? Parce que cette affaire de la télé grecque, les démocraties ne chutent jamais par surprise. C'est les âmes habituées, ce sont des renoncements. Les gens qui ont pris cette décision, ils sont pris avec une règle à calcul. Et ils ne pensent pas instaurer la dictature, mais ils se rappellent que c'est un gouvernement où il y a la droite, mais désolé, il y a le Parti socialiste local, le PASOK, et il y a même une force issue de Syriza, l'équivalent du Front Gauche, une scission, une fraction, non mais bien sûr ce n'est pas Syriza, bien sûr Syriza est tout à fait contre, mais qui est là. Donc c'est impensable. Donc ce sont des décisions comme celle-là. Et c'est très bien d'avoir souligné Bernard Tapie, parce que Tapie, vous l'avez sous les yeux aujourd'hui, nous l'avions raconté. Comment se fait-il que des interlocuteurs aussi divers que Madame Lagarde, que M. Borloo, que M. Stéphane Richard, que M. aujourd'hui patron d'Orange, que M. Perrol, aujourd'hui patron de la Banque Populaire, BPCE, que les trois arbitres, un gaulliste plutôt de gauche, M. Mazot, une figure de la gauche judiciaire, M. Bredin, et un ancien, pas n'importe qui quand même, un très haut magistrat de la Cour d'appel de Versailles. Tous ces gens sont différents, tous ces gens ne sont pas une bande de malfaiteurs. Et néanmoins, ils ont tous accepté un mécanisme qui est, un enfant le comprendrait. Il y a une procédure pénale qui est en route, il y a des intérêts de l'État à défendre, et ils acceptent un mécanisme qui est décidé à l'Élysée, d'une justice sur mesure privée, pour donner 400 millions à M. Bernard Tapie, lequel va en plus, au départ, je vous rappelle la ruse, qui montre le monde des habitudes de ce monde-là. C'est que quand est rendu l'arbitrage, on dit mais il touchera peu d'argent parce qu'il doit tellement d'argent à l'État, tout le problème de respecter la loi commune, payer ses impôts, pour qu'il y ait des écoles, qu'il y ait des hôpitaux, qu'il y ait des routes, etc. Donc il lui restera 30 millions. C'était le discours de Mme Lagarde. Nous avons révélé, par un enregistrement, une preuve, que M. Bernard Tapie a trouvé, lui, ce qui est impossible pour vous, il a été négocier ses impôts à l'Élysée auprès de M. Léon. Le guide des impôts ne voulait pas comprendre, il dit puisqu'il ne comprend pas, on va lui faire comprendre. Et du coup, on est passé de 30 millions à 400 millions. Et les juges ont cet élément de preuve aujourd'hui. Donc, quand vous pensez cela, comment est-ce possible? Pour moi, c'est très important cette question, parce que, encore une fois, l'effondrement des démocraties, les surprises, ce sont les sursauts. C'est quand les peuples se réveillent. Mais l'effondrement des démocraties, derrière une façade, leur affaiblissement vient par renoncements successifs. Et je trouve que toutes nos nouvelles, elles montrent, bien sûr qu'il faut que les juges sont venus, mais elles appellent un sursaut d'une toute autre ampleur. Elles appellent vraiment de refonder profondément la vie démocratique, d'avoir des parlementaires qui ne soient que parlementaires et qui n'aient pas d'autres élus, qui n'aient pas d'autres activités, il y a besoin de ça. Dans un moment de trouble comme celui que nous vivons, nous n'avons qu'un moyen de trouver des solutions. Il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas de programme clé en main. C'est l'élaboration démocratique, la vitalité démocratique, c'est-à-dire retrouver le n'importe qui de la démocratie, sans privilège de naissance, d'origine, de diplôme, j'ai le droit de m'en mêler. Sortir de cette idée d'une démocratie dont on pense qu'elle est confisquée. Parmi les bonnes nouvelles, je me rends compte que j'ai oublié de vous signaler, comme j'imagine qu'il y a beaucoup d'amis ici dans cette salle qui l'ont vu. Parmi les bonnes nouvelles, je vous rappelle tout de même que moi j'ai été tétanisé par ce que j'ai vu. Mardi soir sur Antenne 2, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont regardé.
on regardait cette émission Cash Investigation sur la fraude fiscale, sur la sécurisation fiscale et tout. C'était admirable et terrifiant. Et terrifiant. Mais qu'une grande chaîne de service public soit capable de faire ça à une heure de grande écoute, c'est-à-dire que ça commençait à 20h30, et ça durait jusqu'à, je sais pas, jusqu'à j'ai regardé jusqu'au bout, ça durait jusqu'à... Ah, voilà. Et c'était un travail extraordinaire et honnêtement qui était lassant.